Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 13 juin 2020. Alors, nous avons beaucoup parlé ces temps-ci du coronavirus Covid-19. Nous avons beaucoup parlé des mesures préventives. Nous avons parlé de la prise en charge des malades. Mais qu'en est-il des enfants atteints du Covid, de leur prise en charge non seulement médicale mais aussi psychologique? Ce sera une problématique à laquelle nous allons répondre ce matin avec notre invité. Toujours le dossier des enfants. Hier, le 12 juin, nous avons célébré la journée mondiale contre le travail des enfants. Nous reviendrons donc sur ce phénomène social en compagnie de notre spécialiste maison en psychologie, Aïda Mechri. Aussi, donc, pour les porteurs de projets innovants, particulièrement en matière ou dans le domaine du digital, un événement est prévu pour la sélection des meilleurs projets innovants ainsi que leur accompagnement pour la concrétisation de ces projets. Nous parlerons de cet événement avec les initiateurs de ce projet. Jalil Meraska sera parmi nous ce matin pour nous parler encore une fois de la nutrition et de la nutrition avec encore une fois les sportifs. Donc voilà un petit peu pour le programme de cette matinée, mais avant cela, une pause musicale en compagnie d'un groupe d'enfants. Donc c'est le groupe Dounia qui nous interprète Al-Haq wal-Batal et on se retrouve juste après. ولاو جيران بحكم الزمان صبحوا متعاشرين خلاو العالم كله حيران البطل زار الحق في وكره وقعد بيت جنبه يرهن فيه بلسان لحلو احفر له قبره رجعوا لحبه بين يديه الله يصبر هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق الباطل جا خيفان هبط راسه منه حشمان الله يصبر هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق الباطل جا خيفان هبط راسه منه حشمان عيش تسمح عيش تشوف واش صرا عند ما الحق تكسر له الميزان طاح فراش من كثرة الحكرة يقاوم في نعاس ودموعه ويدان سبتو خالط فلان وفلتان حتى تغلقوا عليها البيبان الله يصبر هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان الله يصبر هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان Et voilà, c'est une très belle interprétation d'un groupe d'enfants Dounia, Al-Haq wal-Batal. Alors, restons sur le dossier des enfants, particulièrement les enfants atteints du Covid-19. Qu'en est-il de leur prise en charge? C'est la problématique à laquelle nous allons répondre avec notre invité ce matin, Dr Abdelkarim Houbi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pédiatre. Oui. Voilà. Alors, docteur, justement, nous avons beaucoup évoqué le sujet du Covid-19. Et bien sûr, lorsqu'on revient un petit peu aux statistiques, c'est toujours les personnes, donc les adultes qui sont
sont le plus atteints. C'est Ouais, ce qui bien fait sûr. qu'on va finalement parler beaucoup plus des adultes et moins Ouais, des enfants, des n'est-ce enfants, pas? le nombre d'enfants atteints est très très minime, Très même réduit, voilà. partout dans le monde. Mhm. Ce qui Et est un gros avantage d'ailleurs. oui, oui. Je pense que finalement c'est la seule situation où l'immaturité immunitaire des petits-enfants est en leur avantage. Voilà, Parce que, vous savez, quand il y a par exemple une grippe, la sévérité de la grippe passe par une contamination bactérienne d'accord. qui donne des complications respiratoires ou autres. Alors que la sévérité de l'atteinte Covid-19 ne passe pas par une contamination bactérienne, elle passe plutôt par des phénomènes immunologiques et des interactions immunologiques. Et vu que l'immunité de l'enfant est immature par rapport à celle de l'adulte, donc ces phénomènes ne sont pas très développés et du coup l'enfant n'est pas souvent atteint, et quand il est atteint c'est des formes vraiment minimes et qui ne passent pas à la sévérité. C'est Voilà, vraiment- alors il faut dire, docteur Hobby, que nous avons eu quand même un coup de théâtre par rapport à l'atteinte des enfants du Covid, parce qu'au Oui. départ, on disait que les enfants ne seront pas du tout atteints. Ensuite, nous avons été donc confrontés à une réalité que finalement, les enfants peuvent être atteints du Covid. Alors, qu'en est-il de la prise en charge des enfants? Bon, déjà les enfants, au début on pensait que les enfants étaient les contaminants, étaient les vecteurs qui contaminaient, qui transmettaient le virus, alors que c'est faux. C'est faux. Et puis on pensait qu'ils pouvaient presque jamais être atteints, Oui. alors que c'est faux. Il y a eu des cas Voilà. de Covid. Tout ça s'explique par le fait que l'infection Covid-19 n'est pas encore bien connue par les scientifiques, par les chercheurs, par les médecins. Ce qui est Et, normal, donc c'est un virus qu'on ne voilà, connaît c'est pas, un virus c'est une qu'on ne connaît découverte. pas. Donc, Donc, il y a eu des surprises en espérant qu'il n'y en aura pas après. d'autres, oui. Mais heureusement pour les enfants qui sont atteints, leur prise en charge a été facile. Pourquoi? Parce que ça reste quand même des formes pas trop sévères. Pas trop sévères, qui entraînent exceptionnellement le décès. D'ailleurs, les décès, il y a eu dans le monde peut-être 5 en tout. C'est-à-dire il y a eu des cas de Covid-19 chez l'enfant qui sont très peu nombreux, mais ce ne sont pas des formes sévères. Ce ne sont Et pas des formes qu'en est-il donc sévères. de l'atteinte du Covid Alors, des enfants ici en Algérie? bon, il n'y a pas beaucoup de cas aussi en Algérie. Vous avez remarqué que, je sais pas, dernièrement, il y a eu des cas qui s'étaient hospitalisés à l'hôpital El-Khattab, qui ont été pris en charge. Ce n'est pas des enfants qui passent au stade de réanimation et d'assistance respiratoire et tout. Donc, leur prise en charge est beaucoup plus facile. Moi, je pense que pour les enfants, il faut penser plus maintenant au risque qu'ont les enfants avec les adultes. Voilà. Parce que finalement, c'est les adultes qui contaminent les enfants, ce n'est pas l'inverse comme on pensait avant. Donc finalement, la contamination, elle est plutôt intrafamiliale. Hein. Donc ce sont les parents Intrafamilial, finalement intrafamilial. qui sortent et qui risquent donc de ramener le virus Voilà. à la maison. Et vous savez, la barrière de prévention et tout, elle est difficile à faire avec les enfants. Effectivement. Moi, je me dis je dis même aux parents que quand il y a un parent qui travaille dans un milieu à risque, avant de rentrer chez lui, il n'a qu'à appeler, par exemple, sa femme et lui dire de garder les enfants dans une chambre jusqu'à ce qu'il passe prendre son bain, enlever ses Voilà. vêtements et tout. Parce que les enfants, rapidement, ils sont là à l'accueil Exactement. du papa ou de la maman. Oui, la maman. ce qui rend un petit peu les choses oui. un peu plus difficiles. Et puis, il a été aussi remarqué que quand il y a un adulte qui est contaminé, et quand ils font l'enquête épidémiologique dans son entourage, ils ont remarqué que les enfants Covid positifs, avec un test positif, étaient plus de 5 fois moins nombreux que les adultes. Donc vous voyez que le risque est chez l'adulte surtout. C'est lui qui contamine et c'est lui qui est souvent positif. Voilà. Alors, docteur Habib, il y a un autre volet aussi concernant donc, la prise en charge des enfants, c'est un petit peu le volet psychologique. Parce que lorsque l'enfant est donc hospitalisé, il n'est pas hospitalisé avec ses parents. Donc, il est seul, Ouais. il est en confinement donc, à l'hôpital au moins les 15 premiers jours. Alors, comment se fait au niveau de l'hôpital cette prise en charge qui reste encore plus difficile probablement? Au niveau de l'hôpital, bon, c'est vrai qu'il y a des psychologues au niveau de l'hôpital qui travaillent surtout dans les services de pédiatrie. Bon, même si c'est des psychologues qui ne sont pas en permanence dans les services de pédiatrie, mais ils viennent voir ces enfants. Mais le problème avec l'enfant et le Covid, ce n'est pas seulement dans l'hospitalisation. Vous savez, l'effet psychologique est dans le confinement aussi Oui. et dans le déconfinement.
Parce que dans le déconfinement aussi, on doit prendre certaines précautions que l'enfant n'arrive pas à expliquer, n'arrive pas à comprendre. Et même quand il comprend, il n'a pas toujours Il- l'initiative il peut d'aller se laver les mains Il peut seul, de Il peut porter pas. son D'ailleurs, masque. d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le résultat qu'on a eu maintenant, le fait que les enfants ne sont pas vraiment des contaminants, c'est bon. C'est bon parce qu'ils peuvent jouer entre eux quand même. Oui. C'est l'adulte qui est le facteur contaminant et qui est le risque pour ces enfants-là. Voilà. Et puis il faut dire aussi, docteur, qu'au niveau des hôpitaux, on l'a vu hein, à travers les réseaux sociaux, même le corps médical, il joue quand même Oui. un rôle très important. On a vu les infirmiers qui jouent par exemple avec les enfants, Oui. qui essaient de créer une ambiance plutôt familiale à Vous l'intérieur. savez, moi j'ai travaillé longtemps dans un CHU, dans un service de pédiatrie, et on n'avait pas de psychologue Oui. à l'époque. Et c'était le médecin qui était psychologue, c'était l'infirmière qui était psychologue, c'était je dirais la femme d'hygiène qui était psychologue aussi. C'est-à-dire c'est tout le monde. On a déjà ce relationnel Oui. social chez nous, heureusement, heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas à l'époque avoir un psychologue dans chaque service. On ne pouvait pas. Certainement. Donc, le médecin joue un rôle important, le paramédical il joue un rôle important aussi. Voilà, effectivement. Alors, docteur, il y a aussi une autre question par rapport aux parents. Donc, il est vrai que les enfants, donc, il y a quand même cette prise en charge psychologique, non seulement de votre part en tant que corps médical, mais aussi de par les psychologues. Mais finalement, les parents, comment vous arrivez quand même à on va dire, à les tranquilliser par rapport, parce que quand même cette séparation entre les parents et les enfants, donc ils ne peuvent pas leur rendre visite, ils ne peuvent pas les voir, au moins pendant une période particulière. Donc comment se fait un petit peu cette gestion relationnelle, on va dire, avec les parents? Bon, là, je dirais, si c'était au début de cette pandémie, ça aurait été beaucoup plus difficile, parce qu'on remarque qu'au début, même en consultation, les parents ne ramenaient pas leur enfant, Voilà. parce qu'ils avaient peur de tout. Mais on remarque maintenant qu'ils sont plus conscients, ils ont compris mieux les choses. Et la plupart, je dirais pour la majorité des parents, comprennent quand on leur dit que voilà, c'est pour le bien de cet enfant, vous devez être en séparation avec lui pour une courte durée, heureusement, pour une courte durée. Mais vous savez qu'il y a eu quand même des enfants qui ont été atteints de Covid-19 et qui n'ont jamais été hospitalisés. Et que les méthodes barrières se faisaient une fois à la maison. C'est-à-dire on peut garder l'enfant à la maison, dans une chambre, et puis c'est une seule personne qui va le servir toute la journée, en prenant les précautions bien sûr, se laver les mains, les masques et tout. Et là, son milieu sera meilleur, quand même, sera meilleur. Je dirais que même quand l'atteinte de l'enfant n'est pas importante, peut-être il ne faudrait pas le garder aussi longtemps à l'hôpital. Et je pense que pour moi, les parents sont plus conscients maintenant quand même des choses. Et plus On le réceptifs, ressent au niveau des... Et plus réceptif des aussi voilà. donc, de la situation. Alors, docteur, qu'en est-il des enfants atteints du Covid, mais qui sont déjà vulnérables, donc qui ont déjà vous appelez ça une dépression immunitaire, c'est ça? Oui. Donc, comme on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, au cours de cette semaine, les 12 enfants, par exemple, atteints du cancer, qui ont été donc, atteints du Covid-19 au niveau du CHU d'Oran, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, mais j'imagine qu'il y a d'autres peut-être enfants qui ont été confrontés à cette situation. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué pour la prise en charge. C'est beaucoup plus compliqué. C'est parce que c'est comme quand chez l'adulte, quand il y a une maladie chronique, et quand il y a l'implantation de ce virus Covid-19 sur cette pathologie chronique, ça devient plus difficile à gérer. Ce n'est pas parce que c'est le virus qui va compliquer seulement les choses, c'est parce que cette maladie chronique va être déséquilibrée, va se compliquer. Et plus encore, plus grave chez les enfants atteints de néoplasie, bien sûr, les cancéreux, parce qu'on sait que déjà leur maladie entraîne un déficit immunitaire quand même acquis, et il y a cette chimiothérapie aussi qui entraîne aussi une baisse de l'immunité chez l'enfant. Donc, ces enfants-là, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment isolés, et quand on arrive à avoir des atteintes chez ces enfants-là, je pense qu'il faut revoir
tout le schéma de chimiothérapie et la prise en charge sera plus difficile. Donc finalement, toute une réadaptation à la situation. Prise en charge est plus difficile. Alors justement, là, je vous propose de voir ce sujet de Walid Yousfi, là où il s'intéresse donc à la prise en charge des enfants atteints du coronavirus au niveau des hôpitaux. Regardez. C'est ici que sont pris en charge les enfants atteints de Covid-19 dans l'hôpital Mohamed Dabbarine. Créé en mars dernier, l'unité Covid de ce service de pédiatrie a accueilli jusqu'à aujourd'hui une cinquantaine de patients pour consultation et seulement 20 d'entre eux ont été hospitalisés. Dès le début, on a eu 2 cas d'enfants qui étaient atteints. Donc, ils étaient dans une famille qui était fortement contaminée et ils avaient quelques symptômes. Et on s'est rendu compte qu'il était nécessaire qu'on prévoie quelque chose pour ces enfants. Alors, heureusement, notre structure s'y prêtait parce qu'on avait une structure qui était isolée, qui avait une entrée indépendante, donc qui était idéale pour un tel service. Et on a imaginé un circuit où on pouvait recevoir les enfants, d'abord pour les évaluer, mais en même temps, on devait prendre des mesures pour protéger les soignants. Contrairement chez l'adulte, le coronavirus reste dans la majorité des cas sans gravité chez l'enfant. Pour la pédiatrie, heureusement, les enfants se contaminent beaucoup moins. Quand ils se contaminent, ils font des formes le plus souvent légères et il y a une très faible mortalité. Ces enfants ne sont pas hospitalisés longtemps. On a une moyenne d'hospitalisation de 2 à 3 jours. Celui qu'on a retenu le plus, c'est 1 semaine. Même si les enfants sont moins enclins à contracter le virus, la meilleure façon pour faire face à cette situation de crise reste la vigilance et le respect des gestes barrières. Il ne faut pas relâcher l'effort qui a été fait. Il faut encore continuer, même s'il y a un déconfinement progressif. Le virus est toujours là. On ne le connaît pas très bien, on ne sait pas comment il réagit, il peut nous surprendre, donc il vaut mieux prévenir que le regretter plus tard. Voilà, donc mieux vaut prévenir que de guérir. Alors, docteur Habib, on voyait sur le reportage quand même des images assez pathétiques. On voyait les enfants courir donc, dans les couloirs. Alors, c'est ce que je vous disais, peut-être la spécialité pédiatrie. C'est ça, les services de pédiatrie. Et peut-être la spécialité là où qui requiert le plus de patience, finalement. Oui. Et puis moi je le dis que le pédiatre quand il rentre chez lui le soir, il lui est difficile de gérer ses enfants aussi. donc finalement la gestion des enfants se fait 24 sur 24 pour le pédiatre. 24 sur 24, oui. Voilà. Alors vous avez remarqué sur le documentaire que l'hospitalisation n'est pas de longue durée chez l'enfant. Voilà. Je pense qu'on hospitalise l'enfant 2-3 jours parce que aussi on ne connaît pas bien ce Covid-19. Et on le connaît encore moins bien en pédiatrie. Oui. Donc, hospitaliser, c'est pour mettre en observation surtout et voir qu'est-ce qui peut se passer. Mais dès qu'on est tranquille, on libère l'enfant, c'est mieux. Voilà, c'est très bien. Mais sinon, docteur, on a eu quand même une autre forme, j'ai envie de dire, de panique par rapport au Covid-19, donc qui touche les enfants, donc une forme plutôt, on va dire, plus développée du Covid-19. On a beaucoup entendu parler du Kawasaki. Heureusement, alhamdoulilah, on n'a pas eu de cas en Algérie. Mais qu'en est-il finalement de ce développement du virus? Est-ce que c'est le virus lui-même qui s'est développé finalement ou c'est un autre type de virus? Je pense que, bon, déjà la maladie Kawasaki existait déjà. Et que cette maladie, ça fait partie des maladies du système. Oui. Et ces maladies du système ne sont pas bien connues partout dans le monde parce que c'est des maladies qui peuvent atteindre tous les organes en même temps. Et on a souvent des surprises. Oui. Et là, le virus, quand il est arrivé, le Covid-19, on ne savait plus qu'est-ce qu'il allait faire avec ces cas de... On a vraiment été pris au dépourvu par le virus. Oui. Et maintenant, si on a une maladie du système où le système immunitaire est déjà défaillant, automatiquement un virus comme le Covid-19 qui a pu entraîner des pandémies va être quand même assez sévère avec ce cas de Kawasaki. Donc il a fait réapparaître la symptomatologie de cette maladie de façon extraordinaire. Mais sinon, en Algérie, on n'a pas connu de cas de Kawasaki. Non, avec Covid, non. Alhamdoulilah.
Donc jusqu'à présent, Ça va. on peut être tranquille dans ce sens. Vous savez, l'enfant, quand il fait une grippe, par exemple, quand il fait une grippe, la complication de la grippe, c'est la contamination bactérienne. D'accord. Ce n'est pas le virus de la grippe. Par contre, la sévérité du Covid-19, ce n'est pas la contamination bactérienne, c'est pas ça. La sévérité du Covid-19 siège dans le fait que le système immunitaire est perturbé. D'accord. Est perturbé. C'est ça qui fait les complications et c'est ça qui fait ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire, comme chez l'adulte, et qui n'est pas une surinfection. D'accord. C'est une perturbation du système immunitaire qui entraîne cette fibrose pulmonaire et qui entraîne les décès chez les adultes aussi. D'accord. Alors, docteur, justement, par rapport aux enfants, alors les symptômes du Covid, est-ce que ce sont les mêmes symptômes des adultes? Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'alarmer, qu'on va se poser des questions? Donc, quels sont les signes qui vont permettre aux parents, finalement, d'aller consulter et de s'inquiéter par rapport à une éventuelle contamination du Covid-19? Alors, chez l'enfant, on dit que le Covid-19 est presque asymptomatique. Et quand il a des symptômes, c'est des symptômes qui ressemblent aux symptômes de grippe, symptômes de rhinopharyngite et tout. D'accord. C'est pour ça qu'à un certain moment, quand on était en plein dedans dans le Covid-19, partout, on considérait que toute symptomatologie chez l'enfant est considérée Covid-19 jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on fasse les tests. C'était une grosse panique, PCR. docteur. Hein, Oui, donc, c'est une grosse panique. vraiment. Et cette panique aussi a fait que les parents ne consultaient pas parce qu'ils avaient peur d'aller en consultation. Et puis il y avait quand même cette campagne de sensibilisation Oui. aussi qui disait qu'il vaut mieux ne pas partir aux hôpitaux ne pas pour partir. ne pas, donc, Oui. enfin pour casser plutôt la chaîne de contamination. Puis après, on s'est rattrapé rapidement en disant aux parents, surtout, pour la vaccination, surtout ne laissez pas les vaccins, les enfants sans vaccin, surtout les enfants avant l'âge de 2 ans, parce que c'est des vaccins qui sont vraiment protecteurs. Maintenant, les vaccins de rappel de 6 ans et tout, on peut les reporter un peu, mais les vaccins qui se font avant l'âge de 2 ans, il est préférable de les faire. Et puis le pédiatre, là, il a réorganisé sa consultation. La consultation de pédiatrie maintenant avec le Covid-19, ce n'est plus la même. Il n'y a plus de foule dans la salle d'attente. Les parents, c'est un seul parent qui rentre avec l'enfant. Il y a tous les moyens de prévention et de désinfection qui se font. Ça, c'est très important. Moi, personnellement, et comme mes collègues aussi, on demande aux parents de rester dans leur voiture. Et, c'est quand le patient sort qu'un autre rentre. Même dans la salle d'attente, on ne reçoit pas. Et puis les cabinets de pédiatrie, ils ont changé aussi de style. Il n'y a plus les jouets un peu partout et tout. Je dirais entre parenthèses qu'ils sont tristes quand même. En fait, c'est une adaptation à la situation actuelle en attendant donc d'éradiquer ça va complètement. reprendre, je pense que ça va reprendre. Inch'Allah, ça va reprendre. Voilà. Alors, justement, docteur, donc, bien entendu, les mesures préventives sont là. Donc, mais pour l'instant, pas de vaccin, pas de médicaments. Donc, la seule arme que nous avons, c'est les mesures préventives. Donc, quelles sont les mesures donc, auxquelles on devrait entraîner nos enfants, justement, pour éradiquer ou casser un petit peu la chaîne de contamination? Je pense que apprendre aux enfants à se laver les mains fréquemment, c'est très important. Et ça va être une habitude qui sera toujours bénéfique. Concernant le contact avec les parents, comme je l'ai dit au début, il faut que les parents, quand ils rentrent à la maison, il ne faut pas qu'il y ait un contact rapide avec son enfant. Et donc là, c'est à l'adulte de protéger cet enfant et de ne pas le laisser recevoir rapidement la maman ou le papa devant la porte et attendre à ce que l'adulte change ses vêtements, prenne sa douche et tout. Puis aussi, je dirais que apprendre aux enfants à ne pas être trop collés aux adultes. Trop collé, c'est très très difficile. C'est très difficile, surtout et pour pour des l'adulte et pour l'enfant. Parce que l'enfant n'arrive pas à comprendre pourquoi, par exemple, il n'a pas de câlin comme d'habitude, pourquoi il n'est pas serré dans les bras de sa maman ou de son papa comme d'habitude. Surtout des enfants qui ont l'habitude avec ça, c'est un peu... Et il faut faire attention à un côté psychologique qui est très important. Ne pas faire trop peur aux enfants, ne pas parler de cas de décès. Parce que vous savez que la mort chez l'enfant n'est comprise qu'à partir de l'âge de 4 ans. Il peut à peu près comprendre ce que c'est. Et ne pas laisser l'enfant, comme on le voit quand même, malheureusement, ne pas laisser l'enfant être comme l'adulte en train d'attendre à chaque fois 17 heures pour voir le chiffre. Voilà.
Voilà. Et généralement, maintenant, on voit des enfants qui vont appeler les parents dans leur chambre. Venez, venez, les dictateurs, ils vont Voilà, donner les chiffres. exactement. Donc c'est un jeu très, très difficile pour l'enfant. Et je pense que la meilleure façon, c'est de laisser les enfants en contact entre eux, ne serait-ce que aussi par les réseaux sociaux et tout. Et laisser les enfants aussi, comme par exemple il y a des réseaux sociaux, il y a aussi le Viber ou autre, qu'on peut utiliser pour qu'il y ait un contact entre les enfants et leurs cousins, leurs amis, et aussi leurs tantes, leurs oncles et tout. C'est très important quand ils les voient sur l'écran et ils discutent avec eux. Et Ils se ressentent quand même, oui, voilà. ils se ressentent rassurés parce que sinon, comme ça, quand il n'y a rien, l'enfant, il va se poser des questions et ça entraîne un trouble du sommeil chez l'enfant, ça entraîne des perturbations dans le comportement de l'enfant, puis les parents, ils sont stressés, ce comportement ne les arrange pas et ça va être un cercle vicieux là. C'est à l'adulte de casser ce cercle vicieux. De toute façon, Effectivement. Merci beaucoup, docteur, donc, pour toutes ces précisions. Peut-être on va se quitter sur un dernier mot. Dernier mot, je pense qu'il faut quand même respecter le confinement parce que on ne peut pas faire encore confiance à ce virus qu'on ne connaît pas encore. Qu'on ne connaît pas encore, Voilà. effectivement. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, docteur Abdelkrim Houbi, vous êtes pédiatre. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir donc apporté toutes ces précisions. Merci. Donc on continue avec le programme de Bonjour d'Algérie. Et là, je vous propose donc de voir ce reportage où il y a eu convention de la CNAS donc pour les accouchements au niveau des cliniques privées. C'est un sujet qui est signé Walid Yousfi. On se retrouve juste après. Un soulagement pour les femmes enceintes souhaitant accoucher dans les cliniques privées. Désormais, les caisses de la sécurité sociale prennent en charge l'ensemble des frais. Donc cette convention prend en charge que ce soit les accouchements ou les césariennes à travers la délivrance au 8e mois d'une prise en charge qui est transmise directement au service de la sécurité sociale par la clinique. Donc les actes qui sont couverts par cette convention sont au nombre de 8. Ça va de l'accouchement simple par voie basse jusqu'à l'accouchement par césarienne chez une femme qui présente une maladie chronique, à type de diabète ou d'hypertension artérielle. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que le taux de prise en charge est de 100%. La femme qui accouche dans ces établissements hospitaliers privés n'a pas à payer un dinar pour les actes qui ont été pratiqués dans le cadre de cette convention. Une convention prenant en charge la totalité des frais de l'accouchement. Pour en bénéficier, voici la procédure à suivre. Il suffit à la femme enceinte de se présenter au niveau des établissements hospitaliers privés de son choix, munie d'une carte Chifa, pour que tout s'enclenche pour elle. Il lui restera après, si bien sûr elle ouvre droit, qu'à mettre au monde son enfant. Le gros sera fait par les établissements hospitaliers privés avec la caisse de sécurité sociale. En fait, la seule condition pour que ces femmes assurées puissent bénéficier de la prise en charge, c'est qu'elles se présentent à temps, donc au 8e mois, au niveau de la clinique, afin qu'on fasse le nécessaire pour qu'elles aient une prise en charge. En plus de réduire la charge sur les services de maternité des hôpitaux publics, cette convention permettra aux assurés sociaux et ayant droit, notamment la femme, d'aborder l'accouchement avec moins de stress et de contraintes liées au coût du séjour en clinique. Et voilà, c'était donc une convention entre la CNAS et les services privés donc pour assurer les accouchements. Voilà, alors un autre phénomène social qui est l'un des plus anciens phénomènes d'ailleurs et qui ne sont pas d'ailleurs à l'avantage des enfants. Il s'agit du travail des enfants. Nous en parlons ce matin en compagnie de Aïda Mcheli. Aïda, bonjour. Bonjour. Ça va Aïda, vous allez bien? Super bien, alhamdoulilah. Positive attitude toujours? Toujours, zen attitude. Masha'Allah. Voilà. Puis vous nous transmettez toutes ces bonnes ondes positives. J'en profite pour prendre, je prends beaucoup de sourires, beaucoup de joie dans vos regards. Voilà, c'est parfait, il y a un échange alors. Tout à fait. Il y a un échange. Alors Aïda, le travail des enfants, c'est quand même un phénomène social à combattre, oui, à lutter contre, oui, parce que c'est quand même un phénomène qui prive les enfants de beaucoup de leurs droits. Et d'ailleurs, parmi les droits des enfants, c'est de ne pas travailler, d'ailleurs. Et pourtant, c'est un droit qui est un petit peu bafouillé. Moi, je dirais, je vais prendre
les phrases, les mots comme ça, clés, mais aussi redéfinir les choses pour parler un tout petit peu de ce travail, mais aussi apporter ce qu'on peut vraiment simplifier aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Le travail lui-même, vous savez, la vie de l'enfant, notre vie, elle est basée sur quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage. On ne cesse d'apprendre. Et puis si on parle aujourd'hui de l'enfant et on s'incline un peu sur le contexte loi, l'enfant est de 0 à 18 ans. Aujourd'hui, si je parle de cet enfant, le gain d'une bonne santé physique, morale et la réussite, c'est de pouvoir construire un individu qui est dans un processus d'évolution, apprend énormément, évolue dans la vie. On ne peut pas du jour au lendemain lui permettre d'être responsable, capable de faire, si on ne teste pas, si on ne l'accompagne pas, si on ne lui permet pas de faire ce travail qui peut être très constructif pour lui. L'interdiction, elle n'est pas dans la loi. Pardon, excusez-moi, elle n'est pas dans le travail. L'interdiction est dans l'exploitation économique de l'enfant. Mais aussi, voilà que la loi vient nous clarifier un tout petit peu le contexte pour que ça soit très visible. Et je vais rapidement m'appuyer sur le texte de la protection de l'enfance en Algérie, le 15-12, dans lequel on parle aussi de ce fléau de l'exploitation économique pour l'enfant qui est généralisé, global, englobe un tout petit peu le travail de l'enfant dans les institutions. Et du coup, pour qu'on puisse redéfinir les choses doucement, on va dire, d'une manière formelle, on peut retrouver les enfants dans les institutions qui travaillent, et ça, le chiffre, il est minime par rapport à d'autres sociétés, là où ils exploitent à fond la naïveté de l'enfant et les enfants. Mais aussi, ce qui nous intrigue, ce qui nous invite aujourd'hui à porter la voix et de parler de ce réseau informel qui est dans l'exploitation économique qu'on peut retrouver d'une manière, on va dire, fluide, d'une manière subtile, anarchique, qu'on peut retrouver dans les marchés, dans les familles, tout ça. Dans les autoroutes aussi, ce qui met finalement les enfants en danger aussi. C'est pour ça que probablement, si on revient à ce phénomène comme ça pour redéfinir les choses et parler de cette exploitation économique, c'est intéressant aussi de voir dans quel contexte on s'intéresse à ces enfants, dans quel contexte on peut vraiment protéger ces enfants de ce fléau qui peut être très dangereux pour leur santé physique, mais aussi, et je crois que la partie la plus intéressante, c'est un tout petit peu le bien-être physique et moral. Dans la santé morale, vous savez, un enfant, si on l'aide à faire des petites activités comme ça pour gagner de l'argent, apprendre un tout petit peu l'échange et gagner le calcul, c'est chose. Mais si on ne respecte pas son âge, si on ne respecte pas ses besoins aussi d'enfant, les heures du travail, un enfant qui peut travailler des heures très longues la journée, là où on efface un tout petit peu cette barrière de plaisir, de joie, d'équilibre, de récupération que l'enfant peut s'épanouir pour vraiment retrouver un équilibre. Là où ce travail devient dangereux, l'inhibe ou l'empêche de continuer sa scolarité, vous savez très bien qu'un enfant dans un cadre très protégé, là où il a la scolarité qu'il faut, les enseignants, les cours, il a des difficultés à apprendre. Alors un enfant qui passe toute la journée sous le soleil, travaille dans l'échange avec les personnes, tout ça, on le prive de ce contexte dans lequel il peut vraiment continuer sa scolarité. Un enfant qui ne peut pas retrouver la joie de pouvoir s'exprimer, un enfant, vous savez, vous parlez énormément de l'activité artistique, on peut retrouver un enfant qui peut utiliser les couleurs, mais s'il travaille comme artisan, comme ça, dans un atelier, là où il est obligé de faire des heures très longues dans la journée pour pouvoir tracer les lignes comme ça devient très mécanique, et à ce moment-là, on perd quelque chose. C'est-à-dire qu'on fasse cette partie-là où l'enfant peut s'épanouir dans le plaisir de pouvoir vivre les choses. Et à partir de là, je crois que si aujourd'hui on parle du travail, il faut qu'on parle d'emblée de cette exploitation qui prive l'enfant de réussir sa scolarité, de réussir l'épanouissement dans son bien-être physique et moral, et qui l'empêche de pouvoir travailler en paix, là où il pourra découvrir l'autre, tisser le lien, apprendre un métier et puis avancer. Et c'est pour ça que probablement la loi, elle est très ferme pour donc ça. Finalement, Aïda, si je comprends bien un petit peu de ce que vous venez de développer là en ce moment, donc finalement, ce n'est pas le travail lui-même qui dérange chez l'enfant, mais c'est vraiment la qualité du travail, la nature du travail, les horaires
de travail. Donc là, nous sommes en train de découvrir Oui. quand même des photos anciennes. Oui. Et pourtant, ce sont des photos aussi qui relatent la vraie vie d'aujourd'hui. Donc l'exploitation des enfants, ça date quand même depuis des lustres. Oui. Donc c'est l'une des plus anciennes exploitations de l'être humain. Donc Absolument. l'histoire l'a bien démontré. Là, nous étions en train de découvrir quelques anciennes photos donc, qui démontrent un petit peu cette exploitation économique. Donc pour revenir un petit peu à votre idée, donc finalement, c'est la nature du travail qui pourrait avoir des répercussions finalement négatives sur l'enfant. Donc si l'enfant, par exemple, à 10-12 ans, on peut le mettre dans un milieu de travail très épanouissant, eh ben, pourquoi pas, finalement. Moi, je dirais, regarde, on rend à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, dans les lois, le texte définit un tout petit peu l'âge minimum de 16 ans, précise un tout petit peu le contrat établi avec l'employeur, définit un tout petit peu l'autorisation paternelle qui autorise à ses enfants de travailler dans des contextes pour apprendre un métier. En dessous de ça, notre référence est bien sûr cette partie, si j'utilise la métaphore d'une plante qui peut se nourrir et s'épanouir, c'est cette partie-là où on peut permettre à nos enfants de retrouver cet équilibre, là où ils pourront exercer quelque chose, s'épanouir, vendre un tout petit peu des gâteaux qu'ils ont façonnés eux-mêmes, mais vous savez, ça ne peut en aucun cas puiser de leurs ressources, les déprimer, leur mettre du stress, leur empêcher de pouvoir vraiment retrouver la joie dans le contact de l'autre. Ce qui devient dangereux pour un enfant de 10-12 ans, c'est la relation avec l'adulte, étant donné qu'il lui offre quelque chose. Vous savez, l'adulte, il peut être agressif, il peut être humiliant, il peut le disqualifier, il peut le gêner, il peut le bousculer. Et c'est pour ça probablement que si je parle de ces enfants, ce qu'on voit dans leur regard, c'est un phénomène accéléré de l'âge adulte. Si je m'explique un tout petit peu, on n'a pas un enfant de 10 ans et de 12 ans. On a un jeune qui négocie le chiffre, qui est là. C'est un petit peu dommage, vous ne trouvez pas, Aïda, quand même, à 10-12 ans, un garçon et une petite jeune fille donc, qui tient ce genre de discussion, on a l'impression que cet enfant perd un petit peu de sa naïveté, perd un petit peu de son esprit, de son essence enfantin, finalement. C'est dommage, vous le dites très bien. En quoi c'est utile si on brûle cette partie infantile qui nourrit? Là, vous m'excusez de vous interrompre, ça c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, donc de cet enfant qui est en train de récolter, donc là c'est en Afrique subsaharienne, qui est en train de récolter les noix de coco, pas les noix de coco, pardon, les cacao, voilà, les cacao donc pour la fabrication des chocolats. Donc il est vrai que les chocolats c'est un petit peu le péché mignon de tout le monde, hein. Et donc là, on voit un petit peu cette photo-là qui représente une souffrance, donc on le voit à travers l'expression du visage de cet enfant. Et donc de là, finalement, c'est un enfant qui, sur le plan psychologique, sur le plan moral, on s'attend à ce que ça soit peut-être un enfant pas vraiment épanoui à l'âge adulte. Moi, je dirais un enfant, si on garde un enfant qui habite notre cœur de l'intérieur, c'est un enfant qui a pu palper, tester jusqu'à un âge là où tout devient strict, voilà, on obéit les choses. Brûler les étapes de l'enfance, c'est vraiment se précipiter pour être adulte avant l'âge. Et vous savez ça, on le voit aujourd'hui, vous ramenez une photo lointaine, mais aussi dans le témoignage des femmes, des mamans, celles qui ont sacrifié leurs études pour élever les enfants à la maison, les enfants qui ont contribué à la construction d'un bien familial dans tout ce qui est travaux manuels dans les maisons, les enfants qui continuent à vendre dans les marchés pour pouvoir subvenir à un besoin. Aujourd'hui, la pauvreté, elle vient nous secouer encore une fois pour pouvoir nous dire à quel point on peut vraiment être utile pour pouvoir vraiment revenir à ces organismes, revenir à ces projets, revenir à tout ce qui peut être utile pour pouvoir dénoncer ces situations, pour pouvoir permettre à ces enfants de vivre ce qu'ils ont à vivre. Ça ne sert absolument à rien si on brûle ces étapes et on construit un adulte de demain qui n'a pas un métier, qui n'a pas un diplôme dans lequel il pourra être payé mieux, là où il pourra se protéger, là où il a les ressources. Vous savez, ces adultes qui continuent à offrir à leurs enfants tous les plaisirs qu'ils n'ont pas connus enfants, ça c'est quelque chose là où au lieu de combler quelque chose qui les concerne, c'est un manque pour eux, on décline
les choses pour pouvoir détruire quelque chose de l'ordre de construire nos enfants. Je crois que la formule pour pouvoir cadrer les choses, c'est de pouvoir rendre à ces enfants leur bien, sortir du silence aujourd'hui, redéfinir les choses pour pouvoir les lire. Combien que c'est difficile pour nous aujourd'hui d'expliquer à ces parents qui utilisent ces enfants, même s'ils n'ont pas à quoi les nourrir, ils utilisent ces enfants pour vraiment subvenir aux besoins dans le quotidien de famille. Mais vous savez, si on leur dit que vous êtes en train de les utiliser, qu'ils travaillent des heures très dures dans la journée, ils ont du mal à accepter ça. Un enfant qui reste, qui négocie avec les autres, qui ramasse un tout petit peu tout ce qui peut être tension. Aujourd'hui, on peut rentrer chez nous avec tout ce qui nous ennuie, comme ça dans le travail, dans le contexte. Mais un enfant qui peut revenir chez lui avec tout ce bagage, avec tous ces ondes négatives, si on va dire, comment on pourra les réparer, comment on pourra reconstruire, comment on pourra faire de lui un homme ou une femme qui saura vraiment dire les choses d'une manière plus consolide, plus solide. Moi, je crois qu'à partir de là, si on revient à tous nos textes, je crois qu'aujourd'hui, on a la modalité de pouvoir appeler par numéro vert 1111 pour dénoncer toute situation d'exploitation économique, mais aussi dans le contexte dans lequel ni les parents ni l'enfant probablement n'a la possibilité de le faire, mais les gens qui observent ça de loin, les gens qui remarquent un enfant qui est dans le rejet, dégoûté de pouvoir rester des heures très longues, de pouvoir vraiment obéir à un adulte qui le pousse vraiment à vendre, à donner quelque chose de lui-même. Je crois que dans ces moments qu'il faut vraiment dénoncer. Et moi, je remercie tous les gens, les dénonciateurs qui nous ont permis de placer les mots sur cette catégorie de signalement. Voilà. Alors justement, Aïda, là, vous étiez en train de parler donc d'une manière générale un petit peu d'Algérie. Donc pour revenir un petit peu sur la situation algérienne, alors il faut dire qu'il y a quand même l'exploitation, donc elle existe l'exploitation des enfants ici en Algérie. Pourtant, vous le dites si bien, donc il y a des textes de loi donc, qui régissent un petit peu cette situation. Il y a beaucoup d'actions qui se font en faveur donc, des enfants et en faveur de la protection des enfants. Et justement, jeudi, donc avant-hier, la veille de la célébration donc, de la journée internationale contre le travail des enfants, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, donc Achir Youssef Ahmed Chawki Fouad, a rencontré des enfants justement autour d'une table où les enfants ont pu s'exprimer autour donc de leurs droits, et c'est ce qui est magnifique finalement, de voir un petit peu les enfants qui sont très conscients de leur situation, qui défendent un petit peu leurs droits. Donc je vous propose de voir ce sujet qui a été réalisé donc la veille de la journée internationale contre le travail des enfants, et on se retrouve juste après. Environ 152 millions d'enfants à travers le monde sont exploités dans le milieu du travail. Nous célébrons demain la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, et à cette occasion, une visioconférence a été organisée aujourd'hui par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Un événement qui a vu la participation de représentants de différentes institutions. Il est évident que c'est un fléau qui existe à travers le monde. Ici en Algérie, il y a quand même une maîtrise, bien que nous voyons de temps en temps des enfants travailler, mais ça reste marginal par rapport à ce qui se passe à travers le monde et à travers certains pays, malheureusement, qui sont en difficulté économique. Notre but, justement, déjà, nous avons une réglementation qui est très consistante vis-à-vis de cet aspect-là, qui est aussi, nous prenons aussi beaucoup de mesures quand il s'agit de travail des enfants. Premiers concernés par cette journée mondiale, les enfants étaient aussi présents en force lors de cet événement. Quels sont les droits des enfants? Les droits de l'enfant sont jouer et partir à l'école et de ne pas travailler. Excellent, bravo. Est-ce que mon jouet peut être infecté par le coronavirus? J'espère que tes jouets ne sont pas infectés par le coronavirus, mais il faut les désinfecter et te laver les mains régulièrement. Déterminée à lutter contre ce fléau, l'Algérie a ratifié plusieurs conventions internationales contre l'exploitation infantile, une mesure destinée à protéger les enfants et offrir toutes les conditions nécessaires à leur épanouissement. Voilà, c'est quand même magnifique de voir les enfants donc, qui arrivent à s'exprimer et à exprimer leurs droits et à se défendre, n'est-ce pas, Aïda? Les impliquer, mais aussi leur permettre de dire les choses, de comprendre un tout petit peu tout ce qui peut être
petits projets à l'âge futur. On construit comme ça des petits rêveurs qui vont construire à leur tour. Alors, Ça, c'est Aïda, extraordinaire. peut-être psychologue que vous êtes, est-ce que vous pensez quand même que les parents devraient ouvrir finalement avec les enfants ce dossier des droits, donc de leur parler de leurs droits, de quoi ils ont, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs vis-à-vis de la société. Donc déjà, étant très jeune, à 4-5 ans, est-ce que vous pensez que les parents devraient quand même sensibiliser les enfants par rapport à ces questions? Moi, si vous permettez, vous savez, l'école, elle nous a précédés, hein, Oui. dans les petites expositions comme ça, que les enfants préparent un tout petit peu, c'est cette partie de droit. Aujourd'hui, la sensibilisation vient justement de pouvoir promouvoir pour les enfants à travers ce droit de pouvoir s'exprimer, de dire tout ce qui peut les concerner. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous précède. Inviter les enfants à parler de ça, je crois que c'est l'extraordinaire parce que vous savez, il peut négocier beaucoup de détails avec nous. Hein. Vous faites rappeler une anecdote, je vais vous la raconter très rapidement. Alors mon fils, il avait 5 ans lorsque j'ai décidé de lui parler de ses droits. Ouais. Et donc, je lui explique tous ses droits, etc. Et donc, une fois que je finis, quelques instants plus tard, je dis, Hani, est-ce que tu peux aller ranger ta chambre, s'il te plaît? Il me regarde, il me dit, tu n'as pas le droit de m'exploiter. Et ben voilà. Voilà, et ben, c'était, il m'a cassé sur le champ, hein. J'ai pas trouvé quoi dire après. Hein. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut... à ce moment-là. Justement, c'est là la créativité, c'est là la vraie construction, c'est là où il faut tenir avec les enfants, négocier avec eux, ne pas lâcher prise. Parce que pour la simple raison que ça vient justement de ces simples phrases. Ça vient comme ça. Travailler, c'est de leur permettre de sortir de leur mode ordinaire pour pouvoir comprendre qu'il y a un gain dans la vie. Négocier de l'argent vient aussi de ce phénomène d'apprentissage dans lequel ils sauront utiliser quelque chose qu'ils vont gagner par rapport à un fruit, mais aussi comprendre l'utilité du travail lui-même. Vous savez, un enfant qui ne fait rien ne comprend pas que les adultes qui l'entourent sont en train de se plier sur 4 pour pouvoir subvenir à ses besoins, tout ça. Lui permettre de lire ça, mais aussi c'est le vrai apprentissage. Maintenant, comment, dans quelle manière, ça c'est la finesse des parents dans lesquels ils pourront comprendre que ça c'est le seuil. Là, il faut protéger les enfants des autres, des dangers. Là, il faut soigner les enfants. Là, il faut éduquer les enfants. Si on garde ces grands axes comme ça, un enfant qui est protégé, soigné et éduqué, le travail n'est que constructif pour lui, parce que ça va lui permettre de construire quelque chose qui est le fruit de son travail. Mais après, vous savez, on a vu des gens qui travaillent énormément comme des esclaves, mais ils ne peuvent pas acheter un t-shirt parce qu'ils n'ont pas ce savoir de pouvoir utiliser ce qu'ils ont gagné pour se faire plaisir, avoir cette force de pouvoir épargner de l'argent, comprendre qu'on le cache pour pouvoir vraiment s'offrir quelque chose. Ça, c'est un grand apprentissage dans le mode de travail. Prenons cette journée, prenons ce concept pour vraiment revenir à ces enjeux majeurs dans lesquels on peut impliquer les institutions, tout ce qui peut être système des Nations Unies, tout ce qui peut être pouvoir public, mouvement associatif, pour vraiment gagner cette sensibilisation, pour qu'on puisse vraiment épauler les projets dans tout ce qui peut être dénonciation, mais aussi chercher les ressources et activer les ressources pour pouvoir construire ça. Mais en parallèle, inculquer nos enfants et leur permettre aussi de comprendre qu'est-ce que c'est que ce processus dans lequel ils pourront construire quelque chose de très fin, artisanal, quelque chose qui pourra être artistique, pour mal former comme ça des petits objets comme ça vendus dans finalement toute l'exception et tout le charme du travail. Parce qu'il est unique. Voilà, absolument. Et ça, c'est l'empreinte de l'enfant. Et à partir de là, vous avez aimé l'image parce qu'il y a des enfants impliqués dans toute cette vie d'adulte dans lesquelles il y a des tables rondes virtuelles, là où ils peuvent vraiment parler de beaucoup de choses. Moi, je crois que joindre l'utile à l'agréable à travers une dénonciation, une phrase, parole, comme ça, on peut vraiment s'appuyer pour construire les grands projets, mais surtout dans l'intérêt des enfants, mais aussi pour permettre à ce fléau, surtout qu'on a frôlé quelque chose qui concerne le Covid-19, cette pandémie qui a secoué un tout petit peu les familles par force. Aujourd'hui, dans toutes les études, l'Organisation internationale du travail ou aussi dans les études de l'INSF apporte quelque chose qui nous prévient que probablement il y aura un peu plus d'enfants utilisés pour pouvoir subvenir aux besoins de ces familles qui n'ont pas retrouvé les ressources.
pourquoi pas chercher cette protection sociale, secouer, dénoncer à travers le numéro vert, mais aussi encourager tous ces professionnels qui travaillent pour trouver les vrais objectifs, on va dire des projets durables, quelque chose qui pourra vraiment construire, épargner ces enfants de quelque chose qui pourra être fatal pour la génération future. Certainement. Voilà. Aïda, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour ce beau moment aussi. Merci. Donc, Aïda, il y a Faiza, donc, notre rédactrice en chef, qui vient de m'annoncer une très jolie information. Oui. Vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale des poupées? Ah, ça, je ne savais pas. Eh ben voilà, les poupées ont leur journée mondiale, et puis Dieu seul sait que nous, les petites filles, donc plutôt nous, les petites filles, nous, petites que nous étions, plutôt ça. Joli lapsus. Donc voilà, oui, joli lapsus, parce que je vais dire que même jusqu'à maintenant, lorsque je vois des poupées, je garde toujours mes poupées en souvenir. C'est pareil. Je garde toujours mes poupées en souvenir. Voilà, et donc Dieu seul sait le bonheur que ces poupées nous apportaient étant petites, et puis même les poupées que nous confectionnions nous-mêmes, étant petites, les poupées chiffon. Absolument. Et ben voilà, donc c'est une très belle découverte. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale des poupées. Donc voilà, finalement, c'est un autre message pour dire que les enfants ont quand même besoin de vivre leur monde, de vivre leur instant, de vivre leur enfance finalement. Oui, absolument. Voilà, merci beaucoup Aïda. Merci à vous. Merci, donc on vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Toujours pour des ondes positives. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous continuons le programme de Bonjour d'Algérie. Donc, dans un petit moment, nous allons parler d'un grand événement qui s'offre à tous les porteurs de projets innovants sur les plateformes digitales. Mais avant cela, donc, Saïd Fellek s'est intéressé justement au digital à travers ce reportage et on se retrouve juste après. Le développement des applications numériques a pris tout son sens dans la crise sanitaire que traverse le monde en raison de la pandémie du coronavirus et n'est plus une option, mais une nécessité. Le gouvernement, de son côté, s'est inscrit dans cette transformation en s'appuyant sur le digital pour maîtriser efficacement la propagation du virus. Le digital a été toujours un rêve de l'administration de l'introduire et donc d'avoir des outils de prédiction, d'aide à la décision. Et avec le coronavirus, on a trouvé qu'il était important de faire une cartographie de l'évolution de ce virus. On a l'information en temps réel. S'il n'y avait pas le digital, on n'aurait pas pu agir avec une telle efficacité. À l'instar de plusieurs pays, l'Algérie se prépare à lancer une application sur smartphone de contact tracing basée sur le traçage numérique destinée à limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. À travers cela, on peut faire d'une pierre deux coups. Premièrement, donc améliorer la gestion et deuxièmement, donc gérer le déconfinement et donc gérer complètement le principe donc, de surveillance donc, des personnes qui sont infectées avec toutes les personnes qui ont été en contact. Les startups ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité durant cette période de confinement pour créer des applications à même de faciliter la vie des Algériens. Ce qui était impressionnant, c'est de voir l'organisation tellement rapide de la société et de ces gens-là, qu'ils ont toujours été là, ils ont inventé, ils innovaient toujours. Et pour développer quelque chose d'hyper rapide et d'aller carrément vers une intelligence économique. Ça nous a donné envie d'expérimenter, d'aller plus vers l'avant, de créer cette intelligence et d'organiser cette intelligence économique autour du digital, parce que ça représente un marché qui était quasiment vierge en Algérie. Le digital, à travers cette crise sanitaire, nous montre plus que jamais qu'il est à la fois un support, un outil de distribution et de communication relationnelle essentiel à notre vie de tous les jours.
Et voilà, donc c'était un sujet de Saïd Fellek, nous l'avons compris, le digital, donc c'est la solution d'aujourd'hui et de demain. Et justement, un grand événement se prépare en faveur donc, de tous les porteurs de projets innovants sur les plateformes digitales. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Jawed Salim Allel. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Marhaba bik. Alors, vous êtes le président de la commission numérique. Alors là, donc, nous étions en train de parler d'un événement qui se prépare. De quoi s'agit-il exactement? Alors, merci de nous donner l'occasion un peu de parler de ce projet qui a été maturé depuis quelques mois d'ailleurs et qui est en train d'aller sur sa réalisation. Alors, c'est un projet à la base qui est né dans le cadre de l'élan, dans la continuité de l'élan de solidarité qu'avait fait le Forum des chefs d'entreprise après avoir subi, réagi. Maintenant, on est dans l'action, donc la troisième phase. La réaction aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, le Covid-19, il est là, la pandémie, la crise sanitaire, qui est aujourd'hui à la fois crise sociale et crise économique, nous interpelle. Et dites, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller dans l'action? Et on a vu un peu ce grand changement, j'allais dire, numérique qui a opéré durant cette période-là. On s'est dit, à partir du moment où il y a le Covid-19, on va réfléchir au post-Covid-19 pour à la fois donner un message d'espoir, c'est qu'on est dans l'action du post-Covid-19, et de fédérer aussi des compétences nationales à travers tout le territoire national pour savoir comment le digital va être comme support à plusieurs, j'allais dire, actions. Donc la commission numérique que je préside, que j'ai la chance et le privilège de présider au niveau du Forum des chefs d'entreprise, a lancé officiellement ces actions. Et parmi ces actions-là, donc c'est juste pour donner un peu le chapeau global, parmi les actions-là, c'est comment développer l'économie numérique et comment que le digital pourrait être le support, le levier principal à cette économie numérique. Et en même temps, comment que le capital humain, comment former le capital humain, coacher le capital humain pour qu'il soit aussi à l'appui à cette politique de transformation digitale et de l'économie numérique. Alors, et surtout, il faut dire, M. Allel, que finalement, l'intérêt pour tout ce qui est numérique, c'est vrai que c'est un intérêt donc, qui a fait son apparition comme il y a quelques années en Algérie, mais là, avec le Covid, vraiment, le passage au numérique s'est fait de façon très brutale et très brusque parce que la conjoncture, justement, oblige. Écoutez, moi personnellement, ça fait 25 ans que je suis dans le métier du numérique. Et je n'ai jamais vu aujourd'hui une force, une impulsion aussi extraordinaire que cette situation, malheureusement, qui est arrivée, et heureusement pour nous dans le numérique, nous a donné cet élan et une reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on disait que le numérique, c'est le levier de croissance, le numérique, c'est l'économie de demain, le numérique va nous apporter des solutions hors hydrocarbures. Et là, on a eu une chose extraordinaire. Et le président de la République a donné le rythme en faisant les visioconférences du Conseil de gouvernement, en nous démontrant que le numérique aussi peut régler des problèmes à très haut niveau. Donc la déclinaison s'est faite tout de suite par rapport à ça. Et donc le numérique a démontré qu'il peut résoudre pas mal de problèmes, notamment de logistique, de réunion et la distanciation sociale aujourd'hui. Il est là pour pallier et appuyer le secteur, voilà, par rapport au numérique. Mais sinon, il y a un grand événement qui se prépare en ce moment. Oui, alors, la commission numérique, dans le cadre de son action de promouvoir le digital dans tous les secteurs, a lancé une plateforme qui s'appelle le Hack Algéria. Cette plateforme Hack Algéria est destinée c'est des marathons technologiques qu'on lance pour résoudre des problèmes précis. Par exemple, l'agriculture a besoin d'une solution technologique, on organise un Hack Algéria pour l'agriculture. Mais étant donné cette situation actuelle, nous avons dit que la première édition de ce Hack Algéria va être le post-Covid-19. Et donc, comment aujourd'hui le digital va supporter cet événement du post-Covid-19. Donc, on a retenu 5 axes pour pouvoir donner de l'élan au digital pour ça. Donc, le premier axe qui est normal, qui est celui de la santé, comment le digital peut être en support à la santé et aussi à des solutions de la santé. On a vu le reportage de ce matin, de maintenant avec le ministre de l'économie et du savoir qui parlait des startups sur la partie santé. Le digital comme étant support à la société, parce qu'aujourd'hui, la société, il y a une crise sociale, donc il y a des distanciations, il y a des règles nouvelles, il y a un comportement nouveau, donc le divertissement en ligne, la gestion de solidarité, les recherches de proximité, tout ça font partie des solutions digitales pour le social. Le troisième axe, c'est la gouvernance et la data gouvernance. Comment combattre les fake news, comment avoir la désinformation, comment avoir de la bonne gouvernance, comment avoir de la dématérialisation de process à tous les niveaux. Donc c'est un axe important. Le quatrième axe qui n'est pas des moindres, c'est comment le digital peut être en support à l'économie de crise. Donc la réflexion collégiale, ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui va aujourd'hui donner des idées nouvelles par
rapport à des projets qui vont solutionner, qui vont donner un élan à l'économie, la logistique, le commerce en ligne, etc., font partie de cette offre. Et le cinquième axe, qui n'est pas des moindres aussi, parce qu'il enveloppe tout, c'est le paiement. C'est la fintech, c'est la finance et technologie. Donc comment aujourd'hui nous voyons la partie e-payment, comment nous voyons des nouvelles façons de voir le paiement ou les finances et la technologie. Alors justement, cet événement, il est destiné à qui? Alors, il est destiné à... Comme on est dans un élan de solidarité, il est destiné à tout porteur de projet, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit jeune, qu'il soit étudiant, qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit femme étudiante, qu'elle soit femme. Surtout, on fait un point aussi, on fait une bonne discrimination positive en disant qu'on impulse aussi l'entrepreneuriat féminin. Et donc, tout porteur d'idées qui puisse aujourd'hui donner un élan de solidarité et apporter à l'Algérie une solution pour sortir de cette crise est la bienvenue. Donc, tous ceux qui ont des idées sont les bienvenus à cette plateforme-là. Alors là, on comprend, donc c'est un projet qui est destiné à tout Algérien donc sur le territoire national. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'Algériens dans le monde, donc la diaspora est quand même développée dans le monde. Est-ce que les Algériens qui sont un peu partout dans le monde peuvent faire partie ou s'inscrire à votre projet? Cette première édition est destinée à tous les Algériens du monde. D'accord. Donc que ce soit en Algérie ou à l'extérieur. D'ailleurs, on a aussi de l'engouement des Algériens du monde qui sont en France, au Canada et autres pays qui se sont inscrits dans la plateforme. Il y a même des jurys qui font partie des Algériens du monde. En France, au Canada, ils ont donné leur accord, enfin ils sont dedans, ils sont embarqués avec nous pour être membres du jury, des femmes dans la tech, des chefs d'entreprise de renom, donc ils sont embarqués avec nous. On est tous dans une démarche de l'Algérie solidaire et des Algériens du monde, et aussi les Algériens d'Algérie et les Algériens du monde. C'est important de le souligner, exactement. Alors là, on parle quand même d'un événement qui s'adresse à beaucoup de monde, donc qui s'intéresse à tout ce qui est solution digitale. J'imagine qu'il y a un encadrement probablement qui va se faire, qui s'organise. Au tout début, quand on a lancé l'événement, on l'avait fait pour une deadline qui était en début juin, mais on a reçu un engouement tel qu'on a reculé les dates jusqu'au fin juin. Donc l'événement va commencer, le Hack Algérie, qui est complètement en ligne, donc qui n'a pas besoin de faire des places, parce que le principe du hackathon, c'est de regrouper tout le monde dans une salle pendant 3 jours. Et nous, notre version, elle est complètement en ligne, qui permet d'avoir des gens... On s'adapte à la conjoncture actuelle. Et qui permet des gens qui sont dans les territoires profonds de donner leur chance, parce que souvent c'est très difficile de faire déplacer des gens. Mais à partir du moment où on a eu un engouement pour 47 wilayas, on a eu 250 projets. Donc à ce jour, et les inscriptions ne sont pas encore terminées, on table sur 300 projets, on table sur tout le territoire national, même les zones dites d'ombre qui sont aujourd'hui connectées. Et là, c'est une chance inouïe pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à travers le monde. Donc pour revenir à cet encadrement, nous avons été au début agiles. On s'est dit, bon voilà, on fait un cadeau pour un start-up. Finalement, on a vu cet engouement, donc on a classifié l'axe sur trois axes. On a classifié la meilleure idée, donc ça devient soit une association, soit une idée d'un universitaire, etc. Donc on a fait un don de 500 000 dinars par gagnant, donc on a 5 gagnants, par activité. La deuxième, c'est le deuxième pack qu'on a mis en place, c'est la meilleure avancée technique. Là, ça concerne un peu les chercheurs, les laboratoires, les étudiants-chercheurs, ceux qui ont des idées qui forcément sont embarqués en termes de technologie. Ce n'est pas des solutions finies, mais c'est des solutions embarquées. Donc là, à ce moment-là, le pack est différent. On leur dit, voilà, écoutez, une fois que vous serez gagné, il y a 5 gagnants. Donc il y a 5 gagnants dans ce pack-là. Une fois que vous serez là, vous aurez bénéficié d'un mentorat international de renommée. Il y a le professeur Toumi qui est embarqué avec nous, donc avec aujourd'hui un accompagnement au financement et un accompagnement à faire aboutir les projets par les partenaires institutionnels. En plus de ça, il y a un autre pack qu'on va essayer de faire cette semaine, c'est de faire des immersions dans des grands centres de recherche et développement dans le monde qu'on dévoilera cette semaine. Le troisième pack, qui n'est pas le moindre, c'est la meilleure start-up. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui mettre une start-up qui est mature avec un jeune étudiant qui a juste une idée. Mais une start-up mature a besoin de quoi? A besoin d'une levée de fonds, a besoin d'être accompagnée, a besoin d'être mentorée par un chef d'entreprise de renom ou influent dans le domaine économique. Et à ce moment-là, on va les accompagner jusqu'à leur levée de fonds. Il y a un pack qu'on est en train de récolter par rapport à la levée de fonds qui est assez conséquent. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 10 millions de dinars. Et pour pouvoir accompagner ces 5 start-up lauréates. Donc je répète, il y a 5 meilleures idées, il y a 5 meilleures avancées technologiques et techniques, il y a 5 meilleures startups. Et on a toujours des coups de cœur.
Donc dans ce projet, un des coups de cœur que nous avons, c'est la femme en technologie, la Women in Tech. Donc on veut encourager l'entrepreneuriat féminin à travers le meilleur projet innovant féminin. Alors justement, par rapport à l'entrepreneuriat féminin, est-ce qu'il y a eu quand même un engouement de la part des femmes par rapport à ce projet? Oui, on a dénombré plus de 30% de projets qui viennent de femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière qui a été levée. Ramener des femmes à un événement technologique pendant 3 jours, les mettre dans une salle, était très difficile à un moment donné pour les parents, pour ceci. Et vu que cet événement se passe chez elles, vu que cet événement se passe en ligne, il y a eu un engouement de pouvoir un peu s'exprimer sur ça et dire voilà, je participe, je suis dedans. D'ailleurs, dans le comité d'organisation, il y a la responsable de la commission femmes entrepreneurs qui impulse l'action, et on a aussi un jury féminin qui aujourd'hui il y a des chefs d'entreprise qui vont donner le modèle en termes de... On trouve pas mal la PDG de Saïda, la PDG de Cash Assurance, la PDG de M-Suite Hotel. Il y a d'autres. Il y a une Woman in Tech qui est placée à la diaspora. Donc des symboles qui vont aujourd'hui donner le rythme ou donner l'impulsion aux femmes entrepreneurs pour réussir. Et là, c'est très important par rapport à nous. Et dans cet encadrement que nous allons faire, donc j'ouvre la parenthèse parce que je reviens à votre première question dont je n'ai pas répondu, c'est que les jurys sont constitués de chefs d'entreprise qui ont une réputation sur le marché, qui vont juger, qui vont donner de leur temps pour pouvoir donner leur avis sur des projets. Les coachs et mentors qui sont aujourd'hui impliqués vont coacher pendant 3 jours comment la vision, comment le business plan, comment... Il y a des mentors qui sont algériens qu'on remercie, d'autres qui sont aussi d'Afrique, qu'on le remercie de leur bénévolat parce que c'est gratuit. Tout ça, c'est dans l'action solidaire. Tout ça, c'est dans l'action solidaire et qui vont mentorer ces jeunes ou ces porteurs de projets. Les coachs qui sont là, qui sont soit en expert en intelligence artificielle, qui sont en développement, en marketing, en financement, tout ça font partie d'un ensemble et ils vont les accompagner jusqu'à la maturité du projet, jusqu'au 3 juillet, qui est la date finale, minuit. Le lendemain, c'est les jurys qui prennent le relais pour juger les projets. Et vous savez, un chef d'entreprise, souvent, n'a pas le temps de rencontrer un jeune, mais à chaque fois qu'il voit sa vidéo, sa présentation, et là, il donne de son temps, et c'est toujours dans l'action solidaire, pour notre Algérie qu'on aime tant et qu'on veut complètement s'appuyer sur les compétences nationales pour la faire passer à un autre niveau. Alors, il y a 2 choses qui m'ont interpellé dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'étudiants, vous avez parlé d'associations. Donc, finalement, c'est un projet qui n'est pas destiné rien qu'aux start-up. Non, c'est les 3 catégories. Alors, pour les associations, il y a dans le pack qu'on nous avait mis en place, c'est visibilité, aussi un hébergement dans le cas où une dimension nationale si l'initiative elle est à territoire national, et aussi ça fait partie de l'axe du Forum des chefs d'entreprise, de l'acte RSE, la responsabilité sociale que nous avons aujourd'hui envers nos sociétés. Et là, on est en plein dans cet axe-là. Et c'est pour ça que l'initiative associative est très intéressante. Si elle est aujourd'hui, elle a des idées, elle veut mettre la gestion de solidarité. Il faut dire, Monsieur Halal, on l'a vu, pendant cette conjoncture sanitaire, l'élan de solidarité par les associations donc, qui a été vraiment ressenti pendant cette conjoncture. Donc, les associations ont fait de très belles choses, très innovantes, au service, donc bénévolement encore une fois, au service donc, de la société, au service donc, de la lutte contre le Covid-19. Tout à fait. Les associations étaient en premier, d'ailleurs on les remercie, on remercie aussi notre armée blanche aussi, qui est aussi au devant de la scène, en premier rang. Mais les associations ont joué un rôle primordial dans l'action de solidarité. Je parle que l'association que je connais le plus, c'est le Forum des chefs d'entreprise, qui est aujourd'hui une force de proposition dans son changement radical qu'elle a pris depuis une année. Et l'idée, c'est de remettre l'action économique sur le devant de la scène, la politique, et revenir sur l'action solidarité. Vous savez, le chef d'entreprise, même s'il est en situation catastrophique, il ne le dit pas souvent, le premier mot qu'il dit, c'est comment je peux faire pour aider. Ça a été, et ça nous honore, ça nous honore. Et quand on le fait à travers l'association, il y a eu des séries d'actions qu'on a faites, et les associations aussi qu'on nous a encouragées, qu'on a encouragées aussi, en les aidant directement et indirectement, aussi dans leur action. Et là, ça a été un élan solidaire extraordinaire. Alors, vous avez dit que vous avez reçu jusqu'à présent, donc les inscriptions sont, sont encore en cours jusqu'au 20 juin, c'est ça? Donc jusqu'à présent, vous avez reçu, vous nous avez dit 250 projets. Votre objectif, c'est d'arriver à 300 projets. Alors, ces 250 projets, alors est-ce que tout a été retenu ou vous faites une présélection? Alors, on va faire une présélection. L'objectif, c'est d'aller vers une... Au début, on s'est fixé 50 projets réalisables parce qu'on a des critères. Le critère aujourd'hui, c'est l'innovation. Le critère, c'est la faisabilité, la pertinence.
aujourd'hui la réalisabilité ou la réalisation en espace de court terme et aussi l'impact sur la société. Ce sont les 5 critères qu'on a retenus par rapport à la faisabilité des projets. Donc il va y avoir des projets. Ensuite, il va y avoir une sélection de projets. Au début, on a fixé 50 comme objectif. Puisqu'on a aujourd'hui rajouté sur 15 gagnants, on a augmenté l'objectif à 100 projets réalisables pour pouvoir un peu ensuite en avoir 15 et quelques coups de cœur. Parce que les coups de cœur, ça va venir au fur et à mesure, supplémentaires. Ça peut être un très bon projet, mais il a mal rédigé, il a mal pitché, etc. Il faut peut-être le repêcher. Donc tout ça fait partie de l'action. Et encore une fois, on est dans une action solidaire et de proposition à une sortie de crise. Non pas un truc de sélection en disant voilà, on prend le meilleur. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans ces projets qu'on va, les 2 catégories, l'avancée technologique et les startups, le travail va continuer après le 4 juillet. La levée de fonds, recherche de financement, la maturité de projet, jusqu'à ce que ce projet aboutisse. Et en plus de l'action nationale sur tout ce qui est expérimentation et mise en place du projet, on va avoir l'accompagnement international sur des plateformes telles que Emerging Valley, qui est l'écosystème africain qui s'organise à Marseille en décembre, et le Vivatech, dont le Forum des chefs d'entreprise a pris aujourd'hui l'exclusivité pour porter la Jazeera Tech ou l'Innov Algérie sur le plan international et montrer nos compétences sur le plan international, là où ça rayonne le plus. Alors, est-ce que c'est votre premier événement? C'est notre premier événement. La Commission du développement et de la promotion du numérique dont je préside a lancé cette première initiative. Il y en aura d'autres, parce que c'est plusieurs éditions. Et on espère aller sur la partie agriculture pour parler de l'agritech, de l'industrie 4.0 et d'autres actions aussi. Finalement, le digital, c'est la solution d'aujourd'hui et de demain. Donc, écoutez, vraiment, on ne peut pas faire autrement maintenant. La Commission numérique, elle a 5 axes. C'est le développement de l'économie numérique à travers le digital, la promotion de l'écosystème numérique professionnel, parce que la constitution de la filière, c'est important parce que la filière n'existe pas, il faut la structurer comme bras armé de cette transformation numérique. Le 4e, c'est le capital humain, donc c'est la formation de la ressource humaine et l'adapter à une meilleure insertion, soit de la transformation digitale, soit de l'écosystème. Le 4e, c'est la relation institutionnelle nationale et internationale, parce qu'on ne peut pas être tout seul dans la vie, donc il faut être connecté. Le 5e axe, c'est l'export et la promotion de la Jazeera Tech à l'international. Donc ça fait partie de la mission de ma commission que je dirige. J'espère que Rabbi Oufkna, on aboutira à quelques résultats. J'espère que ce projet de Hack Algérie arrivera à faire émerger des compétences. Notre objectif, c'est d'émuler toutes ces compétences et faire une proposition au pouvoir public en disant voilà la compétence algérienne. Et nous, encore une fois, on revient à notre mission principale en tant que Forum des chefs d'entreprise, c'est être force de proposition économique, être complètement apolitique et être au service de notre pays en termes de croissance économique et trouver de nouveaux modèles économiques pour que l'Algérie reprenne une croissance hors hydrocarbures. Alors, je reviens un petit peu aux 250 projets que vous avez reçus jusqu'à présent. Donc, peut-être c'est encore très tôt pour en parler, mais peut-être une première évaluation. Je sais que c'est très tôt, hein, c'est vraiment une question qui vient très tôt, mais une première vue, une première appréciation. Je remercie sur ce plateau Karim Mbarek qui m'avait dit, qui est un partenaire de l'événement, parce que c'est X-Event Media qui est partenaire à nous, qui me dit, écoute Jawad, je ne peux pas te dire beaucoup de choses parce que tu t'es mis en tant que jury, donc là, tu ne dois pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, parce que sinon, ça ne sera pas faire et ça ne sera pas. Donc il faut, en tant que jury, découvrir ça en fin d'année. Par contre, nous avons des statistiques. Les statistiques sont intéressantes. Donc à partir du moment où 30% des projets sont orientés santé, mais uniquement 10% sont intéressés, sont sur la FinTech. Les autres sont équilibrage entre 15 et 20% sur la partie économie, sur la partie société et bonne gouvernance. Donc voilà à peu près l'idée. Ce qui est intéressant, il y a 30% de femmes féminines. Il y a presque 50% d'étudiants dans le secteur universitaire. Et donc, c'est à peu près les statistiques que nous avons. Je ne peux pas dire plus, parce que je n'ai pas l'information. C'est quand même une note très optimiste, hein. Surtout quand on voit 50% d'étudiants, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel à valoriser, finalement les milieux étudiantins. Et ce n'est qu'une goutte d'eau. Oui. Ce n'est qu'une goutte d'eau de ce que nous faisons. Donc, je suis encore une fois l'effort collectif, l'intelligence collective, ensemble. Donc, nous, on essaie de redonner un nouveau jargon à ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais faire adhérer les jeunes à l'action, faire à l'action nationale. Je pense que c'est une émulation intéressante et un catalyseur intéressant pour promouvoir la compétence algérienne. Et il faut dire que pendant ce Covid-19, nous avons été agréablement surpris
il faut dire, par tout cet élan de solidarité, tous ces projets innovants finalement que les jeunes ont mis en place pour lutter contre le Covid. Faire confiance à l'Algérien et faire confiance à la compétence nationale, c'est le mot d'ordre. Je dis et je le redis souvent, arrêtons de stigmatiser le Gaouri fait tout. L'Algérien peut tout faire. Donc donnez-lui les moyens, la confiance, les moyens, il fera des merveilles. Parfois, on a juste besoin de leur donner confiance, parce que là, ils n'avaient pas vraiment les moyens de faire toutes ces belles choses qu'ils ont fait donc, durant cette situation. Tout à fait. Donnez-leur juste un endroit, j'allais dire, une plateforme pour s'exprimer. Et vous verrez, l'objectif c'est de canaliser, c'est de donner l'occasion. Les 47 wilayas touchés à ce jour nous donnent une idée de ce que peut faire le numérique en termes d'aller dans l'Algérie profonde. Et c'est ça la première leçon qu'on tire. La deuxième, c'est quand on est dans l'éthique, quand on est désintéressé, quand on sert son pays. Et quand l'objectif même c'est d'accompagner quelqu'un qui a une idée vers l'excellence, c'est sain. Et c'est tout aujourd'hui ce qu'on appelle la philosophie d'action du Forum des chefs d'entreprise que je représente. Et c'est dans cette transformation profonde que nous voulons que ce soit l'Algérie. Voilà, juste je voudrais terminer sur une question très rapidement. Donc bien sûr, tout concours, il y a des lauréats, il y a d'autres qui ne vont pas réussir et puis ça ne pourrait probablement que les encourager à faire mieux. Mais quel serait probablement le devenir de ces idées qui n'ont pas été primées par la suite ou n'ont pas été lauréats? Alors nous avons une commission, c'est dans cet aspect-là que le Forum des chefs d'entreprise a plusieurs commissions. Donc une des commissions, c'est la commission Start-up qui aujourd'hui est très impliquée avec moi. Donc je remercie M. Shamseddine Bezitouni qui est président de cette commission. Lui, il va prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet porté par l'économique. Donc, faire pitcher des projets à des chefs d'entreprise, faire des cycliques, les accompagner dans le projet. S'il y a centaines de projets réalisables, ça veut dire qu'il y a potentiellement 100 projets à mettre en place. Et je donne toujours l'exemple du truc The Voice qu'on connaît. Ce n'est pas forcément le numéro 1 qui réussit. C'est peut-être le numéro 3, le numéro 4. Et c'est ça l'action. C'est ça l'action. Le fait qu'on ait 100 projets réalisables, ça veut dire qu'on a potentiellement, on va rapprocher le chef d'entreprise qui a besoin d'investir, qui ne sait pas où investir, vers un porteur de projet qui a besoin d'être accompagné par un chef d'entreprise et pourquoi pas en créer ce qu'on appelle la synergie pour une levée de fonds, pour aller vers une économie. C'est ça l'objectif, bien sûr avec le soutien institutionnel et le soutien gouvernemental. Parfait, merci beaucoup à vous, donc M. Jawed Salim Allel, pour toutes ces précisions. Nous vous souhaitons bonne réussite et beaucoup de succès pour cet élan de solidarité aussi que vous faites preuve donc, au profit de tous ces jeunes porteurs d'idées innovantes. Merci beaucoup. Alors je rappelle, M. Jawed Salim Allel, vous êtes président de la commission numérique et vous représentez donc le Forum des chefs d'entreprise. Merci beaucoup à vous. Donc on continue le programme de Bonjour d'Algérie. On va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinale en compagnie donc de Jalil Meraska qui lui nous parlera des sportifs et de la nutrition. Mais avant cela, toujours dans le domaine du digital, toujours dans le domaine du numérique, le 17 juin, il y aura passage donc de la diffusion en télévision par TNT. C'est un sujet signé Nassima Imloul et on se retrouve juste après. L'option de migration vers la télévision numérique terrestre ou TNT est motivée par la meilleure qualité d'image que celle de l'analogique, mais aussi et surtout par l'échéance fixée par l'Union internationale des télécommunications par l'arrêt de la diffusion en mode analogique pour le 17 du mois en cours. Le 17 juin, ça sera le switch-off, c'est l'arrêt définitif de la diffusion en analogique et la généralisation de la télévision numérique terrestre. Ça va être par phase. La première phase concerne 5 wilayas. On a la wilaya de Annaba, la wilaya d'Oron, la wilaya de Mostaganem, la wilaya de Tebessa et la wilaya de Tipaza. Et après, il y aura d'autres wilayas qui vont être décidées, les dates vont être décidées par rapport à d'autres critères qui vont être déterminés. C'est tout un réseau de à peu près 156 stations d'émission. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est un très grand pays pour pouvoir vraiment arroser tous les citoyens. Actuellement, la diffusion de la TNT couvre 77,16% de la population algérienne à travers le territoire national avec une évolution continue. Ces équipements nous permettent de couvrir les zones d'ombre en TNT et de détecter tout problème de réception.
Des instruments déjà utilisés sur le terrain pourront nous aider à contrôler le niveau de TNT à travers le territoire national. باش نشوفوا لا كوفرتور نتاع التي ان تي على المستوى الوطني. La généralisation de la TNT, une perspective prometteuse pour le secteur audiovisuel, va permettre entre autres la multiplication du nombre de chaînes émises par voie artésienne terrestre comparativement à la diffusion analogique. Voilà, donc c'était un sujet de Nassima Imloul qui, elle, s'est intéressée au passage donc, de la diffusion de la télévision par la TNT. Voilà, alors maintenant place à la nutrition, particulièrement les fréquences des repas. Alors, je ne saurais vous dire de quoi il s'agit. Et justement, c'est Djalil Miraska qui va nous en parler des fréquences des repas. Djalil, bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Super, très bien. Alhamdulillah, toujours en forme. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ouais. Alors, Djalil, aujourd'hui, vous avez choisi pour nous la fréquence des repas. Alors, c'est vraiment un sujet auquel on ne s'intéresse jamais, finalement. On n'en parle pas souvent parce que, ça y est, on est finalement conditionné sur les 3 repas par jour, voire 4 repas par jour si on compte le goûter, donc de 16h, de 17h, et on s'arrête là et on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est aussi important que toute autre donc, thématique qui a rapport avec la nutrition. Oui, en fait, quand on parle de la fréquence alimentaire ou combien de repas dois-je manger par jour, il y a une question qui revient souvent justement dans ce domaine de fitness d'une manière générale, hein, quand on cherche par exemple à perdre du poids, donc on est dans un objectif de perte de gras plus précisément. Hein, okay. Alors, on en a bien parlé, développé. Excuse. Voilà. Donc on dit que généralement je veux perdre du poids et comment dois-je faire enfin, à quel moment dois-je manger mes repas? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt le matin? Et voilà. Est-ce que je saute le repas du soir? C'est une question aussi qui revient souvent. Est-ce que je dois sauter le repas du soir? Oui, ça revient souvent. Ouais. Voilà. Et donc, qu'en est-il finalement de la fréquence des repas? Ben, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas juste combien de repas, ni à quel moment dois-je manger mes repas, mais aussi on parle de la balance énergétique, c'est-à-dire... On parle de, excusez-moi? De la balance énergétique. La balance énergétique, ouais. D'accord. En fait, c'est quoi la balance énergétique? Simplement, ça veut dire que si je veux perdre du poids, je dois créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Voilà, un déficit calorique, simplement, veut dire que je dépense plus que mes dépenses quotidiennes. Je mange plus que mes dépenses quotidiennes. Voilà. Je dépense plus que mes... Je mange plus que mes dépenses quotidiennes. Je mange plus que mes dépenses quotidiennes. Voilà, et donc finalement, on va garder les 3 à 4 repas par jour ou on peut sauter un repas ou c'est déconseillé de sauter des repas? Ben, en fait, mis à part le fait de manger plusieurs repas par jour ou pas, d'abord il faut créer un besoin. En fait, le besoin c'est, quand on parle de la perte de gras, quand si on est dans un objectif de perte de poids, c'est de créer un besoin dans la musculation par exemple, si on parle de sport, c'est de faire de la musculation pour créer ce besoin-là et prendre de la masse musculaire. Donc c'est d'abord le premier stimulus. Okay? Donc ce qui déclenche la prise de muscle ou une perte de gras, c'est d'abord de créer un besoin. Donc là on parle de prise de muscle. D'accord. Ensuite, donc vient des priorités, ce qu'on appelle les priorités en termes de nutrition. Ça, c'est des fondamentaux. Alors, c'est quoi finalement les priorités en termes de nutrition? Les priorités, c'est cette balance énergétique, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Donc, dépenser, plutôt manger moins que ce qu'on dépense. Donc, créer... Et c'est pas dangereux pour la santé, ça, donc manger moins que ses dépenses? En fait, c'est... En fait, on va puiser de ses réserves, c'est ça? Puiser de ses réserves, oui, mais après, le plus important, c'est de créer cette balance. C'est-à-dire, on a parlé dans la dernière émission, le dernier épisode, on avait dit que pour créer un déficit ou perdre du gras sur le long terme, c'est d'abord créer donc, ce déficit calorique. C'est-à-dire augmenter ses dépenses journalières. Donc c'est ça le mot-clé. Donc c'est-à-dire, c'est pas s'arrêter juste sur l'activité physique en tant que telle, le sport, mais aussi à la dépense énergétique totale quotidienne, c'est-à-dire bouger plus dans la journée. Donc ça, c'est vraiment la priorité en termes de perte de gras. Ensuite vient ce qu'on appelle
l'apport des ce qu'on appelle les macronutriments. Tout ce qui est macro, en fait, c'est tout ce qui est grand. Hein. Quand on voit, par exemple, on parle des protéines. Les protéines qui sont les blocs d'acides aminés qui permettent Là, nous avons une très belle pyramide qui explique bien, finalement, ce que vous êtes en train de développer. Tout à fait. En fait, c'est une pyramide nutritionnelle de priorité. D'accord. Voilà, c'est une pyramide de priorité nutritionnelle, plutôt. Voilà. Et là, si vous voyez le volet timing et fréquence alimentaire, il est placé un petit peu en haut de la pyramide. En dernier, voilà. Donc c'est pour dire, hein, en fait, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est que cette fréquence, combien de repas dois-je manger par jour, et le timing, donc à quel moment dois-je manger mes repas, vient en second lieu. D'accord. Donc d'abord se focaliser, se créer un besoin, donc faire de la musculation ou un sport qui permet de prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, c'est la première des choses, ça c'est la priorité. En deuxième lieu, donc, se focaliser sur les grands groupes, alimentaires plutôt, les grands groupes d'aliments. Quand on parle des produits laitiers, des produits animaliers, quand on parle par exemple des produits céréaliers, des fruits, des légumes, voilà, ça c'est les groupes d'aliments. Et on appelle ça aussi en même temps les macros. Protéines, glucides, lipides. Donc, pour faire simple, c'est les macronutriments. D'accord. Et c'est vraiment la priorité. Hein. Avant même de parler de combien de repas dois-je manger par jour. Je vous donne un exemple. Si une personne vient vous dire, moi je veux perdre du poids, et combien dois-je manger de repas par jour? Est-ce que les snacks sont obligatoires? Est-ce que je dois manger mon repas à telle heure? Alors qu'il saute une étape qui est cruciale, qui est d'abord cette balance énergétique, que je rappelle, encore une fois, pourquoi j'insiste sur la balance énergétique, c'est tellement important. Et c'est quelque chose. On l'a vu à travers la pyramide, c'est la base. Oui, c'est la base. Tout à fait. Donc c'est la base de la pyramide, et qui veut dire simplement que c'est le principe fondamental en nutrition, c'est-à-dire ce principe d'énergie. On appelle ça donc une loi de thermodynamique, c'est-à-dire pour prendre du poids, on est en surplus calorique. Un léger surplus calorique suffit. Je rappelle aux téléspectateurs que vous n'êtes pas obligé de manger énormément pour prendre du poids. Un léger surplus, c'est-à-dire je mange légèrement plus que mes dépenses, ça me permet de prendre de la masse musculaire. Si on est dans le but, dans un objectif de prendre de la masse musculaire, ce qui est l'objectif de tout le monde dans la planète. Tous, on veut prendre un peu de masse maigre. Masse musculaire, ça ne veut pas dire qu'on devient un bodybuilder. Hein. Voilà. Ça, c'est juste très important de le faire rappeler. Voilà, toujours ces idées reçues de stéréotypes face au bodybuilding ou ce sport-là. Oui. Voilà, mais après, il faut savoir que la musculation, c'est se muscler, c'est prendre de la masse. Et qui dit prendre de la masse musculaire dit perdre du gras. C'est généralement, ça va de soi. Hein. D'accord. Il faut le comprendre comme recomposition du corps. Prendre de la masse égale perte du gras. Parce que le muscle, c'est un organe qui est métaboliquement très actif. Et justement, Djalil, donc là, vous le dites si bien, donc ça va de soi, on prend de la masse musculaire, on perd du gras, mais sur le point du poids, est-ce qu'on perd du poids ou on garde le poids finalement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes finalement, on voit qu'elles ont pris de la masse musculaire, on voit qu'elles ont bien maigri, qu'elles se sont plutôt que le corps a été resculpté, on va dire, mais la balance, elle donne tout autre chose. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que c'est cet indice d'IMC, si on parle par exemple de l'indice de masse corporelle, souvent il est pas très fiable dans le domaine du sport, spécialement dans le domaine où on cherche à prendre de la masse musculaire ou perdre du gras. On peut avoir le même poids pendant une période, voire même prendre du poids, mais apparemment on a perdu du gras, voilà, donc on a pris de la masse musculaire. Donc il y a cette distinction qu'il faut faire entre l'IMC, l'indice de masse corporelle, et le taux de matière grasse. Là on est un peu plus précis dans le... Voilà, c'est ça. Donc c'est pour dire que même en nutrition, comme chaque domaine, il y a des priorités. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la priorité en termes de nutrition humaine, et spécialement quand on est dans la nutrition sportive, pour un objectif bien précis de perte de gras ou de prise de muscle, d'accord? Il s'agit d'athlètes sportifs, donc généralement qui veulent s'entraîner pour une recomposition du corps. Il faut se baser d'abord sur ça. Donc c'est les bases, les fondamentaux. Créer donc ce déficit calorique. Vous allez me dire comment le faire et tout. Vous savez, vous n'êtes pas obligé, pour la population générale, on n'est pas obligé de calculer tout. Hein. Je vais vous dire que
créer ce déficit vient avec une pratique, avec même ce qu'on appelle une intuition alimentaire qui vient avec l'expérience, c'est-à-dire manger un peu moins, avec des quantités un peu plus réduites. On diminue les quantités à fur et à mesure, mais on ne change pas une habitude du jour au lendemain. On ne va pas exclure un groupe d'aliments, on ne va pas faire ce... On risque de choquer le corps comme ça aussi. Bon, on risque d'un petit peu freiner notre métabolisme et qui peut avoir des conséquences... une des conséquences, c'est l'effet yo-yo, qu'on a expliqué un peu la dernière fois. Et voilà. D'accord. Alors, donc, il ne faut pas trop se fier à la balance aussi. Hein. Donc, quand on est dans cette logique, donc la balance, il ne faut pas trop se fier. Sinon, peut-être avoir des balances spéciales qui donnent justement le poids du gras, le poids de l'eau, et donc aller vers des balances spéciales. Alors, justement, Jalil, pour revenir un petit peu... Oui, allez-y. Ouais, j'allais dire un point sur les balances, parce que là... quand on parle de la balance classique, on cherche le poids brut. Bon, c'est concret. Oui, il faut le dire. Le poids, c'est concret. Et là, par contre, tout ce qui est impédance mètre, les poids qui sont les balances électriques, ou on appelle ça les bio-impédance mètres, ça, il faut faire attention, puisque en fait, ça marche avec un conducteur électrique. Donc, du coup, il y a beaucoup de manipulations hydriques au niveau du corps, vous savez. Donc, on peut avoir beaucoup de fluctuations de poids, spécialement chez les femmes, et ça peut fausser donc les résultats. Donc il faut faire attention là-dessus. C'est-à-dire, si on veut le faire, en tout cas, il faut le faire avec quelqu'un de qualifié. Ça, c'est très important. De un, généralement, ce sont les nutritionnistes qui prennent ça en charge, généralement. Oui, généralement, c'est les nutritionnistes qui prennent ça en charge. Oui, ça en charge. Ça marche. On y arrive. Et donc, du coup, oui, il faut faire attention, puisqu'il y a toujours cette... En fait, il y a plusieurs méthodes pour calculer le taux de matière grasse. Ça, c'est pas une des méthodes. Hein. Il y en a plusieurs. Donc, il y a... Parmi les méthodes, il y a ce qu'on appelle le pli cutané aussi, qu'on peut utiliser pour calculer le taux de matière grasse. Ça peut être intéressant. Après, encore une fois, je dis que pour la